Pendant qu'il était en train de bombarder l'Iran, d'ordonner l'élimination de dirigeants et entraîner la mort de dizaines d'innocents comme les écolières mortes à cause des frappes américaines, Donald Trump a fait une séance de prière où il demandait la bénédiction de Dieu. Donc c'est lui qui attaque et c'est lui qui doit être béni. Il a invité plusieurs pasteurs à prier pour lui. Je suppose qu'il savait qu'un n'allait pas suffire. Mais bon, cette pratique a une signification plus occulte. Lorsqu'on regarde ces images, la scène est surprenante. J'avoue, moi-même j'ai été surpris et c'était la première fois pour moi de voir une scène pareille. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Donc, c'est pour ça que je suis allé creuser pour vous. Pour être président de la première puissance mondiale, il faut être 33e degré de franc-maçonnerie. Par conséquent, tous les présidents américains sont 33e degré de franc-maçonnerie, y compris le président Trump. Or, pour entrer en franc-maçonnerie pratiquée par les anglo-saxons, notamment le rite écossais ancien est accepté, le premier critère qu'on va te demander, c'est de croire en Dieu. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Dieu dans le rite écossais ancien accepté, tu ne peux pas être coopté en franc-maçonnerie. On va parler de l'influence des loges dans les cercles de pouvoir aux États-Unis. Abonnez-vous, likez et partagez. Bienvenue sur Archives du Monde. Revenons d'abord sur cette image. Dessus, on voit Donald Trump assis, le président, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, entouré d'un groupe de pasteurs qui posent sa main sur lui pendant qu'il prie. Déjà ça, c'est très symbolique. C'est un transfert d'énergie qu'ils sont en train d'effectuer. La posture est très codifiée. Il y a certains qui ferment les yeux, comme vous pouvez le voir, d'autres qui lèvent légèrement la main, tandis que plusieurs autres posent la paume de leur main sur le président. Cette scène n'est pas une improvisation, elle correspond à un rituel religieux bien connu dans le christianisme évangélique. Ça s'appelle l'imposition des mains. Dans cette tradition, il s'agit en fait d'un acte spirituel par lequel des croyants demandent à Dieu d'accorder une protection, une direction ou alors des bénédictions particulières à la personne au centre de la prière. Donc, tous ces gens-là rassemblent en fait de l'énergie pour donner à Donald Trump. Dans la culture évangélique américaine, donc, ce rituel a plusieurs significations. Déjà, ça sert à bénir le dirigeant, c'est-à-dire à demander à Dieu de veiller sur lui, de guider ses décisions et j'en passe. Il permet aussi de prier pour sa protection dans un pays où la fonction présidentielle est associée à des responsabilités militaires, diplomatiques et stratégiques immenses. L'imposition des mains est également une manière de demander la sagesse divine. L'idée étant que le dirigeant doit recevoir l'inspiration nécessaire pour prendre des décisions. Vu les décisions qu'il a prises ces derniers temps, il aurait dû le faire avant peut-être. Ou alors, il l'a fait et c'est ça que ça a donné comme résultat. Ça en dira long. Aussi, ce geste symbolise parfois une mission politique perçue comme voulue de Dieu ou par Dieu. Littéralement, c'est pas une plaisanterie. Dans la vision évangélique américaine, certains dirigeants peuvent être considérés comme des instruments de la providence, chargés de défendre une nation ou des valeurs religieuses. Ce type de scène est beaucoup plus courant aux États-Unis que dans la plupart des démocraties occidentales. La politique américaine entretient même ça depuis longtemps, c'est-à-dire une relation particulière avec la religion. Il n'est absolument pas rare que des responsables politiques apparaissent entourés de pasteurs et que ceux-ci participent à des prières publiques ou alors invoquent Dieu dans leurs discours. Absolument pas rare. Cette pratique est particulièrement visible dans les milieux conservateurs et républicains où les églises évangéliques constituent une base électorale importante et influente. Pour cette communauté, donc, soutenir un dirigeant passe aussi par la prière et l'image d'un président recevant une bénédiction spirituelle devient alors un symbole de légitimité morale pour que, à travers cette image-là, on légitimise, parce qu'il a publié volontairement, on légitimise ce qu'il est en train de faire en Iran. Mais je voulais simplement me servir de cette image pour que ça devienne un point intéressant de départ pour comprendre en fait trois dimensions du pouvoir américain. D'abord, la religion publique, l'omniprésence des symboles et les rituels politiques. Ensuite, les réseaux initiatiques qui ont marqué la formation des élites dans les premiers siècles de l'histoire américaine. Et enfin, on va aussi parler des loges modernes qui continuent d'organiser les relations entre les différentes sphères du pouvoir. Comprendre ces trois niveaux va permettre de mieux saisir la culture politique particulière des États-Unis où les pratiques occultes, l'influence sociale et le pouvoir institutionnel se croisent constamment. Déjà, pour qu'on comprenne l'influence de la franc-maçonnerie dans l'histoire politique américaine, il faut que l'on remonte à ses origines modernes.
La franc-maçonnerie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, apparaît officiellement en 1717 à Londres avec la fondation de la première Grande Loge of England. Cette structure rassemble plusieurs loges déjà existantes et donne une organisation commune à un système initiatique qui va rapidement se diffuser dans tout le monde anglo-saxon. La franc-maçonnerie moderne s'inspire à la fois des anciennes corporations de bâtisseurs du Moyen-Âge, de la philosophie qui domine l'Europe au XVIIIe siècle et d'un ensemble de systèmes hérités de l'architecture sacrée. Le compas, l'équerre ou le temple symbolique renvoient tous à l'idée que l'homme doit se construire lui-même comme un édifice. Dans ce cadre apparaît donc la notion centrale, celle du grand architecte de l'univers. Cette expression permet d'évoquer Dieu sans imposer une confession religieuse précise. Ça crée en fait un espace où des hommes de différentes traditions religieuses peuvent se réunir autour d'une même vision de l'ordre du monde. Et on insiste dessus, de l'ordre du monde. Ou alors, peut-être que ça peut désigner une personne qui a écrit un super plan ou un groupe de personnes qui ont organisé quelque chose de grandiose ou de terrible. Je n'exclus aucune hypothèse à ce niveau. En tout cas, contrairement à certaines branches de la franc-maçonnerie continentale, qui plus tard deviendront très laïques, voire anticléricales, la tradition anglo-saxonne reste profondément religieuse. Dans les loges britanniques et américaines, la croyance en Dieu est une condition fondamentale de l'initiation. C'est un peu ce que Chocolat des filles expliquait dans l'extrait de la vidéo. Un candidat doit reconnaître l'existence d'un principe supérieur et admettre qu'il existe une dimension spirituelle dans l'univers. La franc-maçonnerie n'est donc pas conçue comme une religion, mais comme un espace de réflexion, de planification, où des croyants issus de différentes confessions peuvent se réunir, s'organiser et planifier, comme j'expliquais. Alors, je vous donne les deux significations de cette image. La signification spirituelle et la signification politique. Alors, pour ce qui concerne la signification spirituelle, vous devez retenir d'abord que les États-Unis sont la première puissance économique du monde, première puissance militaire du monde, première puissance politique du monde, première puissance culturelle du monde. Et donc, sur plusieurs domaines, sauf si je me trompe, donc dans plusieurs domaines, que ce soit politique, économique, social, culturel, il domine le monde. Pour être président de la première puissance mondiale, il faut être 33e degré de franc-maçonnerie. Par conséquent, tous les présidents américains sont 33e degré de franc-maçonnerie, y compris le président Trump. Or, pour entrer en franc-maçonnerie pratiquée par les anglo-saxons, notamment le rite écossais ancien est accepté, le premier critère qu'on va te demander, c'est de croire en Dieu. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Dieu dans le rite écossais ancien accepté, tu ne peux pas être coopté en franc-maçonnerie. C'est pourquoi moi je vous dis ici sur Internet, Dieu, c'est Satan. Vous me dites non, je vous dis Dieu, c'est Satan. Parce que dans la pyramide, dans la matrice de la manipulation du monde, cette pyramide-là, que tous les francs-maçons connaissent, cette pyramide-là. En bas de la pyramide, c'est la foule, le peuple. Et après le peuple, il y a les dirigeants. Les dirigeants manipulent le peuple. Mais qui manipule les dirigeants, ce sont les courants spirituels et religieux. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, sionisme, Kabbale, bouddhisme, tout ce qui est courant religieux, islam, catholicisme et tout, ce sont les religions qui manipulent les dirigeants. Je vous donne l'exemple en Iran. Tu peux être président, mais c'est la religion qui contrôle le pays. Maintenant, qui manipule les religieux? La religion, là, ce sont les banques, les puissants banquiers qui manipulent les religions. Maintenant, qui manipule les puissants banquiers, là, ce sont des familles royales qui sont en dessous. Et qui manipule les familles royales, ben, c'est Dieu qui est Satan. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, cette image-là, on a un président qui est franc-maçon. Et ensuite, on a 20 pasteurs qui partent prier pour le président le plus puissant du monde qui est franc-maçon. Je pense que pour faire cet acte-là, toi-même aussi, tu dois être franc-maçon parce que je vous rappelle que tous les protestants sont des francs-maçons. Quand la franc-maçonnerie naît au XVIIIe siècle, précisément vers 1719, ce sont les francs-maçons qui fondent, ce sont les catholiques et les protestants qui donnent naissance à la franc-maçonnerie. C'est pourquoi au XVIIIe siècle, tous les premiers francs-maçons étaient soit protestants, soit catholiques. Cette caractéristique explique pourquoi est-ce que dans le monde anglo-saxon, l'appartenance publique à une loge n'est pas perçue comme incompatible avec une foi chrétienne affirmée.
contrairement à ce qui a parfois été le cas dans certaines traditions maçonniques européennes, notamment en France. Dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord, ces loges jouent rapidement un rôle particulier parce que ça devient des espaces où les élites locales peuvent se rencontrer en dehors des structures officielles de l'Empire britannique. On y retrouve des commerçants, des officiers, des juristes, des propriétaires terriens et de nombreux futurs dirigeants politiques. Les loges fonctionnent alors comme de véritables réseaux de lobbying. Dans ces environnements circulent des concepts qui vont marquer profondément la naissance des États-Unis. La liberté individuelle, la souveraineté populaire et le droit naturel de l'homme. Je vais quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Ceux qu'ils définissent comme les hommes, c'est eux et exclusivement eux. Pas nous, pas vous. Ils ont défini de manière très précise ce cadre de l'humanité. Et c'est un peu ça que reprend Dieudonné dans une de ses blagues sur la Convention de Genève, quand il explique que la Convention de Genève se limite au canton de Genève. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment comprendre la notion de crime contre l'humanité parce que vous ne faites pas partie de l'humanité en question. Non, mais déjà, si vous êtes là, c'est que vous n'en faites pas partie. L'humanité, c'est vraiment un tout petit groupe de personnes. Hein. Ouais, ils sont très très peu nombreux. Nous, on est là pour bosser, leur payer un loyer et leur cirer les pompes. Hein. C'est ça. C'est voilà. Moi, c'est carrément. Je sais que je n'en fais pas partie parce que ça a été dit officiellement. Je suis resté au stade du singe. C'est vrai que quand on voit Diable donné, tu vois, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe. Ouais, j'ai été choqué. J'étais comme toi. J'étais. Et il a même aussi une partie spécifique où il parle de crimes contre l'humanité. Il fait comprendre qu'on ne fait même pas partie de l'humanité parce que c'est défini dans un cadre précis. Oui, il aborde comme ça dans une plaisanterie, mais c'est extrêmement sérieux ce qu'il dit. Parce que dans leurs textes, dans leurs lois, ils définissent de manière très claire qui est l'humanité et on n'en fait pas partie. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non, non. Leur discussion ne crée pas à elle seule la révolution américaine, mais ça va participer au climat intellectuel dans lequel ça va émerger en fait. Pas seulement intellectuel, économique, le lobby global. Le premier président des États-Unis lui-même appartient à cet univers de la franc-maçonnerie, George Washington. Il est initié en 1752 dans la loge de Fredericksburg, en Virginie. À l'époque, son engagement maçonnique ne constitue pas un secret ni une appartenance clandestine. Non, c'était connu, populaire et même célébré. Donc, bien au contraire, la franc-maçonnerie était perçue comme une institution respectable associée à des valeurs. Washington participe à plusieurs cérémonies publiques liées aux loges et son lien avec la franc-maçonnerie apparaît clairement dans certains événements symboliques de la jeune République américaine. L'un des plus connus se déroule en 1793 lorsqu'il participe à la pose de la première pierre du Capitole à Washington, une cérémonie organisée selon un rituel maçonnique. Dans ce contexte historique, l'appartenance à une loge n'est pas considérée comme mystérieuse ou suspecte. Elle fait simplement partie de la culture des élites intellectuelles et politiques de l'époque qui voient dans la franc-maçonnerie un espace de réflexion, de fraternité, de lobbying, de discussion sur l'avenir de la société et j'en passe. Sur comment est-ce qu'ils vont planifier et organiser les États-Unis et le monde. Donc maintenant, pour comprendre la place particulière de la franc-maçonnerie dans le monde anglo-saxon, il faut saisir une différence fondamentale avec la tradition maçonnique française. Aux États-Unis et plus largement dans les pays anglo-saxons, la franc-maçonnerie reste profondément religieuse dans sa culture. Pour entrer dans une loge américaine, tu ne peux pas être athée. Tu ne peux pas. Un candidat doit affirmer qu'il croit en Dieu. Cette approche explique pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie américaine est décrite comme déiste. Maintenant, dans la pratique, la culture maçonnique américaine reste très ancrée dans le protestantisme, car c'est la tradition religieuse dominante dans l'histoire des États-Unis. Tout simplement. Beaucoup de membres sont issus d'églises protestantes et ne voient aucune contradiction entre leur foi et leur participation à une loge. La situation est très différente en Europe continentale, notamment en France. Là, l'histoire politique a opposé pendant longtemps l'Église et certaines loges maçonniques. Ils étaient en conflit, en lutte permanente. Donc cette confrontation a conduit une partie de la franc-maçonnerie française à adopter une orientation plus laïque, voire parfois anticléricale. Dans le contexte européen, la loge devient un lieu où on défend la séparation stricte entre la religion et la politique, ce qui tranche fortement avec la tradition anglo-saxonne. Parce qu'au contraire, aux États-Unis, il n'est pas rare qu'un homme puisse être à la fois pratiquant chrétien et membre d'une loge maçonnique, parce que les deux dimensions ont été historiquement compatibles plutôt que contradictoires. Lorsqu'on parle maintenant
d'influence et de réseau dans l'histoire du pouvoir américain, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la franc-maçonnerie parce qu'il y a plein de déclinaisons. Ce qui caractérise réellement en fait les élites américaines, c'est l'existence de multiples cercles fermés où se rencontrent des dirigeants politiques, financiers, militaires et intellectuels. Ces structures ne sont pas toutes secrètes au sens strict, mais elles fonctionnent comme des réseaux d'influence très fermés et très élitistes, accessibles seulement aux membres de grandes universités, aux responsables économiques, aux fils d'un tel ou alors aux hauts fonctionnaires. Parmi les plus connus figure le Skull and Bones, une société étudiante de l'université de Yale fondée au 19e siècle, qui a compté parmi ses membres plusieurs personnalités majeures de la politique américaine. On a également le Bohemian Club, un club privé fréquenté par les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise et des personnalités influentes qui se réunissent notamment lors d'un célèbre rassemblement annuel du Bohemian Club Grove en Californie. Dans un registre un peu plus institutionnel, le Council on Foreign Relations joue un rôle important dans les débats stratégiques liés à la politique étrangère américaine. Donc c'est là-bas en fait qu'il y a les gars qui pensent comment est-ce que les États-Unis doivent réagir avec le reste du monde. Tandis que le Bilderberg Group réunit régulièrement des responsables politiques, économiques et médiatiques d'Europe et d'Amérique du Nord pour discuter de grandes questions internationales. Tous ces réseaux, absolument tous, ont compté dans leur rang des présidents, des directeurs d'agences de renseignement comme la CIA, de grands banquiers ou encore des dirigeants industriels. Donc, le sujet ne se limite pas seulement au mot franc-maçonnerie ou à la prière publique autour du président. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le pouvoir américain fonctionne sur plusieurs niveaux qui se superposent. Le premier est celui de la religion publique, visible dans les discours politiques, les références à la Bible, les prières et le rôle de l'église évangélique dans la mobilisation électorale. Le second niveau correspond aux réseaux initiatiques plus anciens, comme la franc-maçonnerie, qui ont longtemps servi de lieu de rassemblement et de structure pour les élites intellectuelles et politiques. Et enfin, le troisième niveau apparaît avec le développement de structures élitaires, modernes, les think tanks, les clubs privés, des conférences où se rencontrent les décideurs politiques, économiques et stratégiques avec un certain nombre de pratiques occultes qui permettent d'encenser et d'alimenter tout ça. Comprendre ces trois dimensions permet de mieux saisir comment se construit l'influence dans la société américaine. Entre le symbole religieux visible, la tradition initiatique héritée de l'histoire et les réseaux contemporains, tout ça c'est un grand mélange qui va ensemble et les uns ne vont pas sans les autres. Et maintenant je peux comprendre parce que cette photo-là particulièrement a fait le tour du monde. Et le thème a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup d'intérêt. Et donc si ça suscite beaucoup d'intérêt, c'est parce que ça touche à la fois trois dimensions qui captivent depuis très longtemps tout le monde, l'imaginaire collectif, le mystère, le pouvoir et la religion. Les sociétés initiatiques, les clubs privés et les rituels symboliques alimentent naturellement de la curiosité, surtout lorsque ça apparaît dans les centres de décision. Et ils ont raison. À cela s'ajoute un certain nombre de présences visibles de la religion dans la vie publique américaine qui fait comprendre que le pouvoir politique est lié à une dimension occulte plus profonde. Dans l'histoire occidentale, ces trois éléments se croisent toujours. Les dirigeants utilisent des symboles religieux pour légitimer leur autorité, tandis que les cercles plus discrets servent de boost en fait, de lieu entre élites. C'est cette combinaison entre les réseaux d'influence, les croyances et les symboles qui explique pourquoi est-ce que le sujet continue de fasciner et pourquoi les images comme celle du président Trump, entouré de pasteurs en prière, peuvent susciter autant de questions sur la manière dont se construit réellement le pouvoir. Parce que ce genre de rituel, ce n'est jamais anodin. Le fait qu'il l'ait publié, ce n'est pas anodin non plus. Et j'insiste, nous avons raison de nous poser des questions parce que trop de choses nous sont cachées. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.